Bonjour Sarah Sandré, Bonjour. bienvenue sur le Corpus et dans notre émission d'entrée de jeu. Et puis merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, une question classique, pouvez-vous vous présenter? Alors, déjà, merci de m'avoir invitée. Sarah Sandré, je suis doctorante en histoire des sciences contemporaines à Paris 13, où je fais une thèse sur l'innovation en santé numérique sous la direction d'Elisabeth Velma et de Xavier Laurent Salvador. Et je suis également juriste de formation. Et cette double formation qui m'a permis de développer une appétence pour l'innovation, les techniques et particulièrement dans le domaine du numérique. Voilà. Et concernant mon parcours, on dirait que j'ai un parcours plutôt atypique puisque j'ai commencé dans le secteur privé, en cabinet d'avocat, en cabinet de conseil, puis en incubateur de start-up, avant déjà entre deux d'avoir l'envie de faire une thèse et maintenant de travailler en institution puisque j'ai la chance de travailler à la PHP, à la direction de la recherche et de l'innovation du GHU Nord. Voilà. Vous soutenez votre thèse de doctorat en histoire des sciences contemporaines le 3 février prochain, me semble-t-il. La date approche, donc quel est le sujet principal de votre recherche et sa problématique? Alors, c'est ouais, il y en a un peu, il y en a un peu plusieurs et ça s'entrecroise un peu avec la trajectoire professionnelle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors en fait, ma thèse, elle porte sur l'innovation en santé numérique et je m'intéresse notamment aux enjeux juridiques, économiques et éthiques. Ce qui m'a amené à m'intéresser au numérique, comme je vous le disais, c'est mon expérience en tant que juriste, où j'ai pu observer l'arrivée d'acteurs issus du numérique qui n'avaient pas forcément un cœur d'expertise en santé et investir le champ de la santé et de voir que par leurs innovations, ils bouleversaient totalement les codes, les usages et même la relation entre patients et praticiens dans le cadre de la santé. Et déjà en tant que juriste, c'est intéressant parce que du coup, nouvelles innovations, nouveaux usages, nouvelles règles, du coup. Voilà, des règles, des besoins de normes, de gouvernance qui sont en train de se créer. Voilà, notamment, par exemple, l'apparition plutôt d'objets à la fois de santé et d'objets qui ne se disent pas objets de santé, mais qui sont plutôt dans le champ du bien-être, mais qui ont tout un vocable de la santé qui peuvent être utilisés par l'utilisateur, le patient, comme un objet de santé. Donc, juridiquement, c'était intéressant. Économiquement, ça bouleverse totalement l'écosystème de la santé, puisqu'on voit l'arrivée de startups, on voit l'arrivée de GAFA. Les GAFA, c'est ces grosses multinationales qui dominent totalement le champ du numérique par leur expertise et par leur puissance de frappe. Donc Google, Facebook, Amazon, Apple, qu'on n'a plus besoin de présenter maintenant, mais qu'on dénomme les GAFA, et qui s'intéressent de plus en plus à la santé et aux enjeux qu'il y a autour de la santé par rapport au numérique, c'est-à-dire nos données personnelles, qui commencent du coup à intéresser, enfin le grand public commence à se sensibiliser à ça. Et, euh, et du coup, la relation patient-praticien, parce que qu'est-ce que ça change, que change l'usage du numérique, la multiplication, la multiplication des données dans la représentation du patient, dans la représentation de la maladie. Ce qui m'a aussi intéressé sur cette dernière partie, qui est plutôt un volet éthique, c'était évidemment ce qu'on appelle, bon, ça peut vous paraître usité aujourd'hui, mais ce qu'on appelle l'homme augmenté. Voilà, c'est toutes les questions qu'on a autour des innovations en santé. On s'intéresse aux objets connectés, on s'intéresse à l'intelligence artificielle. Donc, il y a toujours ce fantasme un peu de l'homme augmenté, les dangers du transhumanisme qui pose aussi de véritables questions éthiques. Et ce qui m'a également intéressé, ce qui fait partie de mes problématiques, c'est le fait que pour comprendre le numérique, comprendre l'innovation numérique en santé, qui est un objet de recherche en cours de construction, qui est extrêmement protéiforme, parce que quand je vous parle d'objets connectés ou d'intelligence artificielle, c'est ou même de ce qu'on appelait du big data, c'est-à-dire une collecte ultra massive de données, c'est finalement c'est la face visible de l'iceberg. Pour comprendre le numérique, même pour essayer d'avoir de nouvelles règles, ce qu'on avait au tout début, notamment sur l'IA, c'est de se fonder sur notre seule clé directement, notre seule clé de compréhension, enfin la clé immédiatement accessible, qui était, comment dire, les représentations fictionnelles.
Si je vous parle d'IA, vous avez peut-être pas forcément vu une IA dans votre vraie vie ou vous comprenez pas, mais si je vous parle de 2001, l'Odyssée de l'espace, de HAL, voilà, qui est qui est l'IA dans le film, si je vous parle de Terminator pour les robots, si je vous parle de séries télé comme des séries françaises comme Transfert, comme Ad Vitam ou voilà comme Incorporated qui est une série américaine. Enfin, si je parle de choses comme ça, ou si je parle tout bêtement de Frankenstein, qui est qui est le fait de créer de créer un être humain, enfin de créer un être vivant à partir de morceaux d'être humain. Voilà, c'est des représentations qui vont immédiatement vous parler, et ces représentations, ce socle fictionnel, ce qui est intéressant, c'est que ça a permis d'être utilisé comme une première clé de compréhension du numérique, à la fois pour essayer de dégager les problèmes éthiques, éventuellement juridiques. Je sais pas, comprendre l'IA avec les lois d'Asimov, par exemple. Enfin, voilà, ça a pu être une idée au début. Et en même temps, ça permet également de mettre un mot sur tous les fantasmes aussi, toutes les peurs qu'on peut avoir autour de l'innovation numérique. Donc c'est ça qui m'avait intéressé dans un premier temps. Voilà à peu près tous les enjeux principaux de ma thèse. Donc une thèse hyper transversale, une thèse en histoire des sciences, où le droit, le contexte juridique me sert aussi d'ancrage réel et de contexte pour comprendre l'innovation numérique en santé, comment elle s'est construite, comment elle se développe, et éventuellement d'aller vers du prospectif. Où on va, vers quel type de gouvernance, vers quel type de société on va, et de comprendre que le numérique ou l'innovation numérique, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose d'anecdotique, ça ne touche pas juste le champ de la technique ou même le champ de la santé, ça touche toute notre société, ça la transforme, et c'est aussi impactant qu'a pu l'être la révolution industrielle à une autre époque, en fait. Ça change tout. Le droit, les représentations, les usages, l'éthique, les droits fondamentaux, la façon de se représenter le corps, la personne, la vie, le vivant. Donc voilà. Alors, à vous entendre, on sent que le jeu ou la dimension ludique semble avoir toute sa place dans votre travail. Comment vous y êtes-vous rapporté? Et puis, pouvez-vous nous dire aussi quelle était l'origine de cette approche dans votre travail de thèse? Alors le jeu, l'approche du jeu, elle s'est faite presque, j'allais dire par hasard, quand je commençais vraiment à défricher mon sujet et à m'intéresser à tous les types d'innovations qui pouvaient composer la santé numérique. Je me suis particulièrement du coup intéressée aux applications, à certains objets connectés. Donc je pense notamment à la réalité virtuelle, réalité augmentée. Quand je commençais à me rendre à différents salons comme Divactech ou Docteur 2.0, qui est plus spécialisé sur la santé numérique. Et j'ai vu que les applications, enfin que les innovations en santé intégrant du jeu étaient vraiment très nombreuses. On en dénombre j'en voyais deux types. Déjà les serious games. C'est ce qu'on appelle des jeux plus ou moins immersifs ça marche notamment, c'est particulièrement intéressant avec les casques de réalité virtuelle, puisque vous pouvez avoir une simulation d'opération, la simulation d'une opération du genou, et en multipliant les gestes, en répétant la partie, ça vous permet de vous perfectionner et d'avoir tous les automatismes pour une opération dans la vraie vie. Voilà, ça peut servir également à but thérapeutique, à but d'éducation thérapeutique, donc pas forcément en passant par la réalité virtuelle, mais en passant, entre guillemets, par une simple application sur tablette ou sur smartphone. Par exemple, vous allez avoir des quiz de mise en situation pour savoir quels sont les enjeux, quels sont les bons gestes à avoir si vous êtes, je sais pas, parent et que votre enfant a une maladie, comment faire, quels sont les bons gestes pour en nutrition parentérale, c'est la nutrition par cathéter, donc quelles sont les situations dangereuses ou pas. C'est plus facile à apprendre avec un quiz, avec des images, avec tout un imaginaire de jeu, donc un but pédagogique qui rentre dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Donc je vais englober ça dans une première catégorie où le jeu entre guillemets est déclaré. Vous savez que c'est un jeu, et en même temps que ça vous forme, donc à viser utile. Et il y a
autre chose qui m'a intéressée, et là, on n'est plus seulement dans le ressort du jeu, on est dans ce qu'on appelle la gamification pure et dure, qui est l'utilisation d'un format ludique à une visée non ludique. Je vais la différencier un peu des serious games parce qu'en fait, on n'est pas forcément sur une visée seulement thérapeutique. On peut être dans une visée comment dire, ça facilite entre guillemets l'expérience utilisateur, l'expérience de l'utilisateur sur l'application, et ça va structurer toute l'architecture de l'appli. Voilà, concrètement, le choix de badge, d'avatar, d'avoir par exemple une espèce de niveau de vie ou un petit logo pour vous montrer votre nombre de pas, des couleurs un peu amusantes, un univers un peu cartoonesque ou qui va vous rappeler les codes de certains jeux vidéo très connus. La gamification, ce serait plutôt ça, et ça facilite, ça favorise l'expérience utilisateur. Ça veut dire que vous appréciez être sur l'application, vous y passez beaucoup de temps. Voilà, ça favorise entre guillemets l'engagement et ça peut favoriser l'acquisition de bonnes pratiques. Donc ça peut être très utile dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Ça va vous, par exemple, vous aider à être plus observant dans votre traitement, à être beaucoup plus régulier, voilà, à vous y tenir plus ou à avoir de bonnes habitudes de vie. Manger 5 fruits et légumes par jour, marcher 10 000 pas, avoir une activité sportive, parce que vous savez que si vous marchez 10 000 pas tous les jours pendant 7 jours, ben, vous allez avoir un super badge et voilà, ça va, un petit côté un peu addictif à l'application aussi. Donc voilà, donc la gamification, mon approche au jeu, elle s'est faite, j'allais dire, au départ par hasard, et puis ensuite j'ai vu qu'elle était assez illustrative, assez illustrative de l'impact du numérique dans nos vies en fait. C'est-à-dire voilà comment ça a changé la donne dans la relation patient-praticien. Est-ce qu'on pouvait prescrire ce type d'application, le fait que ces applications pouvaient être utilisées par le patient sans l'intervention du praticien, c'est-à-dire qu'il va utiliser son smartphone et que l'application va être une espèce de soutien pour que lui comprenne le traitement. Voilà, ou à l'inverse, ça peut être complètement utilisé dans le cadre de l'hôpital pour, comme je vous le disais, je sais pas, apprendre aux parents à avoir de bons gestes ou à comprendre la maladie d'un enfant quand quand un enfant a une maladie très grave qu'on ne connaissait pas, je sais pas, un cancer, une drépanocytose, enfin voilà, ce genre d'application s'adresse plutôt aux maladies chroniques, c'est-à-dire une maladie que vous allez avoir toute votre vie en fait, et qui suppose d'acquérir un certain nombre de bonnes pratiques et de bons comportements pour que cette maladie soit gérable. Donc voilà, donc c'est le jeu. Le jeu est un peu venu à moi par accident, mais je m'en réjouis parce que ça a renforcé mon intérêt pour le numérique et aussi pour l'impact du jeu, particulièrement de la gamification dans le cadre de la santé. On sent à travers vos propos que la dimension éthique est très présente, me semble-t-il. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'impact de la gamification sur les personnes et puis bah, les possibles conséquences que cela peut-il avoir en matière d'éthique? Ah oui, alors on va essayer d'être synthétique sur ça. Quel est l'impact on va dire, alors la gamification, ce qui peut la caractériser, comme je vous l'ai dit, c'est que la gamification, c'est un procédé qui est structurant dans la création de pas mal d'applications, notamment les applications en santé. La gamification peut faire appel à ce qu'on appelle des nudges. Un nudge, en anglais, ça signifie pousser du coude, se définit comme étant un biais cognitif inconscient. Ça peut fonctionner parce que ça pousse l'utilisateur, comme je vous l'ai dit, à avoir non seulement une expérience agréable sur l'application, mais aussi à acquérir une bonne pratique. Ce qui est plus discutable sur le plan éthique, c'est qu'on est sur un biais cognitif inconscient. Donc, on ne fait pas appel à de la rationalité. C'est-à-dire, pour rester en bonne santé, je dois prendre mon traitement et je dois prendre mon traitement parce que pour telle et telle raison. Voilà, il n'y a pas cette idée on n'est pas dans une véritable responsabilisation puisqu'on fait appel à de l'inconscient. Ça veut dire que les bonnes pratiques que va acquérir l'utilisateur et du coup le patient en l'espèce, ça va pas être conscientisé.
Et c'est un peu compliqué d'avoir l'adhésion d'un patient à un parcours de soins, d'avoir une adhésion à long terme, du coup, notamment, encore une fois, dans une maladie chronique, parce que c'est toute votre vie quasiment, d'avoir une adhésion consciente à long terme qui dépende d'un nudge et d'une application qui, elle, est à durée très limitée. Même l'adhésion va être à durée limitée. Donc voilà, le côté le questionnement éthique, sans dire que c'est une critique à parler, mais ça peut être on va dire que c'est une nuance, c'est un tempérament, c'est ce côté inconscient que peut avoir le nudge, qui peut vous pousser, voilà. L'autre aspect du nudge et qui peut être discutable sur le plan éthique, je mets toutes les précautions oratoires en bonne juriste, c'est l'aspect injonction, dans le sens où la personne qui a fait l'application, vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas pourquoi elle a choisi ce nudge, comment. Et généralement, c'est plutôt c'est Linda Cambon qui en parle beaucoup. Elle a fait beaucoup d'articles là-dessus. Un article notamment qui s'appelle Nudge, troisième voie ou sortie de route. Elle en parlait dans le cadre des campagnes de prévention en santé publique. C'est le fait que le nudge, c'est une espèce de paternalisme en fait. Elle reprenait, c'est un extrait d'une citation qu'elle faisait, un peu un genre de paternalisme numérique, et que le nudge faisait écho à une espèce de moralisme en fait, à une injonction morale. Et on est du coup, et l'injonction morale n'a rien à faire avec la pédagogie, même dans un but thérapeutique, même si c'est efficace à court terme, ça s'oppose à l'éthique, et c'est du coup ça peut être un danger dans le cadre d'une relation patient-praticien qui, elle, doit être fondée sur une certaine confiance. Notamment, et je me répète, quand on est dans le cas d'une maladie chronique où la relation patient-praticien, elle est à très très long terme a priori. Donc voilà. Votre thèse sera bientôt soutenue et j'imagine que des perspectives nouvelles s'offrent à vous. Quelle va être votre actualité scientifique en ce début d'année 2022 et y aura-t-il une place pour la gamification? Alors, absolument. Alors, déjà, dans l'immédiat, il y a la publication de la thèse qui est un peu, qui serait un peu la grosse actualité. Continuer de m'intéresser, comme je vous l'ai dit, la santé numérique et la santé numérique incluant la gamification, ça fait clairement partie de mon champ de recherche, donc c'est quelque chose qui fera partie de mon actualité. Donc voilà, donc gamification, je dirais l'homme transformé, mais voilà, mais même continuer de m'intéresser aux applications, notamment leur structure par la gamification de jeu. Enfin, c'est quelque chose que j'aimerais creuser à l'issue de ma thèse. Et aussi, je travaille actuellement sur un projet de recherche avec le LAPSIC. Le LAPSIC, c'est le laboratoire sciences, information, communication. Alors, j'espère que j'écorche pas le nom, de l'Université Paris 13. Donc, on travaille sur un projet de recherche sur les objets connectés en santé. Donc, voilà, on va certainement communiquer là-dessus dans les semaines, mois à venir, selon aussi la situation sanitaire, mais voilà, on devrait communiquer dessus incessamment sous peu. Merci beaucoup Sarah pour cette interview. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soutenance et puis au plaisir de vous revoir bientôt sur le Corpus. Ben, merci à vous et puis à bientôt. Voilà.